Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de comparaison hétérogène dans des conteneurs. Alors, c'est un concept qui est beaucoup plus simple que ce que le nom semble dire. Et pour pouvoir voir un petit peu ce dont il s'agit, je propose de commencer directement par un exemple. Alors, l'exemple va consister à faire des statistiques sur des livres. Imaginons que c'était des choses que certains linguistes font pour essayer de voir s'ils voient des différences entre les auteurs, ce qui peut permettre de reconnaître qu'un écrit est ou pas est écrit par un certain auteur à partir de statistiques. Alors là, on va rester très très simple en termes de statistiques, et tout de suite, je vais vous montrer un petit peu le code que j'ai écrit pour ça. Donc, on va basculer dans Visual Studio et on va voir un petit peu cette classe. Donc j'ai une classe que j'ai appelée BookReader qui va prendre en entrée un chemin de fichier et qui n'a qu'une fonction intéressante. Elle va permettre de boucler sur chacun des mots qu'on va détecter dans le livre. Donc la fonction elle-même n'est pas très intéressante, on va juste décomposer le livre mot par mot, et ensuite on a un lambda qui est passé en argument à cette fonction et qui va être appelé pour chaque mot qu'on voit dans le livre. Donc un exemple d'utilisation de ce lambda, ça va être au niveau du programme principal. Alors comme architecture de base du programme, j'ai utilisé des tests unitaires écrits par Catch2. Donc par exemple, une première statistique qui va être simplement de compter le nombre total de mots dans le livre. Et bien à chaque fois, je crée mon objet pour permettre de lire le fichier Cyrano.txt, donc je commence par le texte de Cyrano de Bergerac, qui est un de mes livres préférés. Je le lis et pour chaque mot, j'incrémente un compteur et à la fin, j'affiche la valeur et je vérifie qu'il y a bien le bon nombre de mots dans le livre. On va prendre un deuxième exemple un tout petit peu plus compliqué, un autre cas de test, où cette fois-ci, je vais compter le nombre de fois où chaque mot apparaît. Donc, même chose, je crée mon reader qui va permettre de lire le fichier. Je reviendrai un petit peu là-dessus juste après. Je vais appeler la fonction SimpleStatWithMap qui va me retourner le nombre de mots le nombre d'occurrences par mot, et ensuite je vais parcourir ce résultat. Alors on va tout de suite voir ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction SimpleStatWithMaps. C'est très simple, je crée une map de string vers entier qui va contenir le compte de mots, et je demande au reader de boucler sur tous les mots, et à chaque fois que j'arrive sur un mot, je vais incrémenter le nombre de fois où ce mot est apparu. L'opérateur crochet sur une map, quand l'élément n'existe pas au préalable dans la map, va créer un nouvel élément, et comme valeur associée à la clé, va mettre la valeur par défaut, et pour un entier, la valeur par défaut, c'est 0. Donc la première fois qu'on va citer un mot, on va créer un case dans la map qui va être le mot 0, et immédiatement on incrémente, donc on a 1. La deuxième fois qu'on tombe sur le même mot, il va nous retourner le compteur qu'on avait précédemment, 1, et on va l'incrémenter, on va arriver à 2. Donc comme ça, une fois qu'on a basculé sur tous les mots de la map, on va simplement afficher le nombre d'occurrences pour chacun des mots qui apparaît. Alors si on revient un petit cran en arrière, comment se fait cet affichage? Eh bien, on boucle simplement sur la map. Alors, petit détail, ceux qui n'ont pas l'habitude, ça c'est quelque chose qui est apparu en C++17, qu'on appelle le structure binding. L'idée, c'est au lieu d'avoir une paire, parce que vous savez, un élément de cette map, ce serait une paire de string vers int, mais manipuler sans arrêt une paire et devoir faire .first par seconde, c'est un peu désagréable. Donc là, en fait, à partir du moment où on déclare une valeur par auto suivie par des crochets ainsi, bah, ça veut dire qu'en fait, au lieu de déclarer simplement une variable de type paire, on va dire, ben voilà, j'ai word qui va correspondre au premier élément de la paire, count qui va correspondre au deuxième élément de la paire. L'énorme avantage de cette notation, c'est que ça permet de nommer les pseudo-variables qui se trouvent ici et de pouvoir manipuler le code plus simplement. Ah, il y a quand même beaucoup de mots qui apparaissent dans Bergerac, beaucoup de mots qui n'apparaissent qu'une fois, donc simplement pour simplifier un petit peu l'affichage, je vais n'afficher que les mots qui n'apparaissent plus que 3 fois, et donc là directement on manipule word et count, ce qui est plus élégant que de devoir dire itérator flash first, enfin pardon, pas itérator, mais données flash point first, données point seconde, c'est un petit peu plus parlant. Donc on va tout de suite lancer ce code. On va regarder un petit peu le résultat. Donc là c'est en train de compiler. Alors mes deux tests se sont bien exécutés.
il n'y a pas eu d'échec, c'est-à-dire que le nombre de mots du premier test était bon. Pour le deuxième test, c'est pas un vrai test unitaire parce que je teste rien de bien particulier, mais comme je fais de l'affichage, on peut voir quels sont les mots qui apparaissent relativement souvent à l'intérieur de Cyrano de Bergerac. Bien, retournons maintenant un petit peu au code. Donc, il y a une chose qui est intéressante dans ce code, c'est la fonction for each word. Quand elle passe un mot au lambda de callback, elle va le passer sous la forme d'un string ref. C'est quoi string ref? String ref, c'est très proche de la classe stdStringView. Ça va permettre de manipuler des références à des chaînes de caractères qui vont être beaucoup plus légères que les chaînes de caractères elles-mêmes. L'idée, c'est que au lieu de créer une chaîne pour chacun des mots qu'il y a dans le texte initial, on va juste créer des références, on va garder quelque part en mémoire la chaîne qui contient l'ensemble du texte initial, et ensuite on va retourner des références sur des bouts de cette chaîne. Alors j'aurais pu très bien utiliser stdStringView, sauf que j'ai fait des petites modifications pour le but de l'exercice, mais dans du vrai code ce serait StringView que j'utiliserai désormais. On va voir un petit peu plus en détail cette classe StringRef. Première chose qu'on voit, c'est StringRef, c'est avant tout un pointeur sur le début et un nombre de caractères. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre pour gérer une stringref. On peut construire une stringref à partir d'une chaîne. On prend juste le pointeur sur le début, ça va être le pointeur sur le début de la chaîne, et le nombre de caractères, c'est la totalité de la chaîne. On peut faire un substring sur une stringref, c'est très rapide. On peut construire une stringref à partir du pointeur et du compte. Principale différence entre stringref et stringView, c'est que j'ai défini, pour les besoins de la cause, une conversion de stringref en string. Donc là, ça va permettre de créer une nouvelle chaîne à partir d'une stringref s'il y en a besoin. Je vais définir aussi ça, je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin actuellement. Ensuite, ces stringref, je vais pouvoir potentiellement comparer des stringref et des strings. Donc pour faire ça, si j'avais été en C++, même 17, j'aurais dû avoir un certain nombre de choses à faire. Soit je me contentais de faire un opérateur inférieur, ce qui est quelque chose qu'on faisait assez couramment, mais ce qui n'est pas forcément très pratique à utiliser. Je pourrais vouloir tester si une stringref est supérieure à une autre. Maintenant, en C++20 arrive la notion d'opérateur spaceship. Cet opérateur va permettre à partir d'une seule définition d'opérateur de définir finalement inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Dans certains cas, pas dans ce cas-là, mais dans certains cas, en définissant cet opérateur-là, on a aussi une définition implicite de égal et différent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici j'en définis quand même deux, un pour comparer des stringref entre elles, et un autre pour comparer des stringref avec des strings. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas comparer les deux ensemble. Et là aussi, c'est une chose intéressante, c'est qu'auparavant, quand on avait deux objets de type différent, si on voulait être capable de faire stringref inférieur à string, mais aussi être capable de faire string inférieur à stringref, on aurait été obligé de définir deux opérateurs inférieurs. Là, avec cet opérateur spaceship, on en définit un seul, et il est capable de déterminer que cet opérateur doit marcher dans les deux sens. Même chose, donc je définis cette fois-ci un opérateur d'égalité, et je définis un opérateur d'égalité entre un stringref et un string, et là aussi, à partir de C++20, quand on définit ça, on est capable de faire une comparaison pour l'égalité dans les deux sens, et on est aussi capable de faire un différent, ça marcherait aussi très bien. Donc ça simplifie vraiment beaucoup l'écriture des classes de cet opérateur spaceship et cette nouvelle interprétation de l'opérateur égal qui permet de réécrire le code en l'orientant les différents opérants de l'opérateur égal différemment pour pouvoir matcher un opérateur égal défini dans une des classes. Et le petit truc que j'ai ajouté pour pouvoir tester ce qui se passe, comme je fais des conversions en stdstring de manière implicite, je calcule simplement, quand je fais cette conversion, j'incrémente un compteur et j'ai moyen de remettre le compteur à 0, de redonner le compteur. Et c'est ce qu'on a vu si on regarde au niveau de la fenêtre de sortie. Ici, tout en bas, il me disait qu'il y avait eu 3184 conversions de stringref en string. Pourquoi ces conversions? Eh bien, ces conversions viennent simplement du fait que, quand on regarde au niveau du code, le code du main, en fait c'est ici, donc on calcule des statistiques simples en faisant simplement, donc ici, quand on fait compte de word plus word et un stringref, mais notre map est une map de string. Et donc quand on fait ça, on va avoir une conversion implicite de stringref en string qui va avoir lieu, et comme il se trouve qu'il y a 3184 mots à l'intérieur du texte de Cyrano de Bergerac, et bien 3184 fois on convertit ce stringref
en string, simplement pour pouvoir faire cette opération. Donc, quelque part, ça laisse un petit goût amer dans la bouche, puisque je me suis fatigué à définir une classe stringRef dans le seul but d'éviter de créer des strings, mais il se trouve que je les crée quand même. Pour l'instant, mettons ça en pause et continuons la suite du programme. Donc là, cet exercice-là, il est relativement simple. Maintenant, les résultats suivants que je vais obtenir, ça va être des résultats un tout petit peu plus compliqués. Je ne veux plus simplement avoir des informations statistiques sur un livre, mais je veux avoir des informations statistiques comparatives entre deux livres. Donc pour ça, je vais activer le test d'après, qui est ici. Donc cette fois-ci, je vais lire non pas un livre, mais deux, Cyrano, et j'ai choisi la recherche du temps perdu parce que, comme je sais, le but de cette présentation c'est de faire des statistiques, j'avais besoin d'un gros livre bien long, bien... J'ai ennuyeux? Oui. Voilà, j'ai besoin d'un gros livre qui va permettre d'avoir beaucoup de mots et de durer un petit peu longtemps pour que les statistiques aient simplement de la validité. Ici, je crée une nouvelle classe que j'ai appelée Book Comparator. Donc je crée une instance de cette classe qui va permettre de comparer deux livres. Et je vais prendre en référence Cyrano de Bergerac et je vais refaire des statistiques à partir de la recherche du temps perdu, mais là cette fois l'idée c'est au lieu de calculer le nombre d'occurrences de chacun des mots, je ne vais calculer que le nombre d'occurrences des mots de la recherche du temps perdu qui apparaissent déjà dans Cyrano de Bergerac. Donc s'il y a un mot dans la recherche qui n'est que dans la recherche, je ne vais pas calculer de stats à son propos. Mon but c'est vraiment de faire des comparaisons entre les deux livres. Et donc je vais avoir cette fois-ci, le résultat va être stocké non pas dans une map de string vers int, mais dans une map de string vers une paire d'entiers. Le premier entier c'est le nombre d'occurrences dans Cyrano, le deuxième entier c'est le nombre d'occurrences de la recherche du temps perdu. Et même chose, je vais afficher les résultats. On va tout de suite voir, avant de voir comment c'est implémenté, on va tout de suite compiler et voir ce que donne le résultat. Donc on voit nos statistiques. Alors comme le coup d'avant, j'ai affiché que les mots qui apparaissaient assez souvent pour ne pas avoir simplement pour ne pas afficher trop de lignes à l'écran. Mais on voit que par exemple la plupart des mots apparaissent beaucoup plus souvent dans la recherche du temps perdu que dans Cyrano de Bergerac, ce qui n'est pas surprenant, sauf quelques exemples, le Montfleury par exemple, qui est un nom propre. Parterre, visiblement, comme Cyrano est plus orienté théâtre, il parle plus de parterre ou peut-être que c'est des parterres de fleurs dans la recherche du temps perdu. Donc voilà, voilà un peu le genre de statistique qu'on veut obtenir. Et la chose intéressante, c'est quand on regarde le nombre de conversions de chaînes de caractères qui ont eu lieu, il y en a eu quand même 13 millions. Ça commence à faire beaucoup. Bien, on va revenir sur le code pour voir comment le calcul est fait. Donc cette classe comparator, si on regarde comment elle est faite, donc c'est un book comparator. Et donc la première partie, on lui passe un book reader et il fait exactement la même chose que ce qu'on avait fait auparavant, sauf que maintenant comme j'ai une map vers une paire d'entiers, c'est juste le premier des deux entiers que j'incrémente. Jusque là rien de spécial. Et au niveau de compute, on lui passe un book reader et là on ne veut pas ajouter de nouveaux éléments dans la map, on ne veut incrémenter que si l'élément se trouve déjà dans la map, puisqu'il était dans le premier livre. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Même chose, je rappelle ma fonction for each word sur le book reader. Et cette fois-ci, je cherche est-ce que l'élément se trouve dans la map. S'il y est, c'est-à-dire que le résultat est différent de end, c'est-à-dire qu'il l'a trouvé, dans ce cas-là, je vais incrémenter le deuxième nombre. Le code est très simple, et on voit que les très inefficace, il y a plus de 13 millions de conversions de chaînes de caractères. Pourquoi? Il y a déjà des conversions quand on lit le premier livre, mais celle-là c'était dans les 3000. Et par contre, ici, quand on fait find, là aussi, on a un nombre extrêmement élevé de conversions. À chaque fois qu'on cherche un mot de la recherche du temps perdu dans la map, on va convertir ce mot qui est un string ref, qui a été fait de façon efficace, en string, donc de manière non efficace, avant de faire la recherche. Et donc, tout le but de la comparaison hétérogène dans les conteneurs, c'est d'éviter ces choses-là. Aujourd'hui, les conteneurs qui sont utilisés sont des conteneurs homogènes. C'est-à-dire que c'est un conteneur dont la clé est un string. Quand on va comparer, quand on va faire find, il va vouloir faire find avec un string. Si on lui passe quelque chose qui n'est pas un string mais qui est convertible en string, il va convertir ce string ref en string.
Et donc un conteneur hétérogène, c'est un conteneur qui permettrait de faire des recherches à l'intérieur sans faire de conversion. Donc sans plus attendre, regardons s'il y a moyen de rendre ce conteneur compatible avec une comparaison hétérogène des données au lieu d'une comparaison homogène. Et en fait la réponse est très simple, depuis C++17, la réponse est oui. Et c'est même extrêmement simple, je vais juste ajouter le point less, hop hop, et si je relance la compilation, on va voir, dès qu'il aura fini de compiler, que cette fois-ci, le nombre de comparaisons n'est pas du tout le même. Là, le nombre de conversions est passé à 3000, c'est-à-dire qu'en fait, dans la première phase, la phase où il a lu le livre Cyrano, il a continué à faire ses conversions de string ref en string, mais dans toute la phase où il a lu le livre La recherche du temps perdu, il n'a plus fait une seule conversion de string ref en string. Alors c'est pas mal quand même, on y gagne pas mal avec ce stdls. On va voir un petit peu plus tard comment c'est implémenté, mais avant de voir ça, j'aimerais juste vérifier est-ce que le fait de ne pas créer les chaînes a un impact intéressant ou pas. Donc pour ça, on retourne dans le code et on va mettre en place, on va modifier le code de façon à ce que ça permette non pas simplement d'exécuter le code, mais de benchmarker le code en utilisant pour cela les fonctionnalités de benchmark qui sont présentes au sein de la bibliothèque Catch2. J'ai supprimé l'affichage dont on n'avait plus vraiment besoin et je lance le bench, et quand on affiche les résultats, on voit que cette fois-ci il y a des statistiques de temps d'exécution qui ont été affichées, et ces statistiques, alors je vous montre, on verra un peu des statistiques plus précises. Pour l'instant il a exécuté que 10 fois chaque test, donc c'est pas forcément très précis, mais en gros il met 500 millisecondes pour exécuter ce test. Si maintenant je retourne dans Visual Studio pour enlever le less et repasser en mode hétérogène, si je réexécute, on va voir qu'il va mettre plus longtemps et on voit 593 millisecondes au lieu de 500 millisecondes environ. Donc on voit qu'on gagne du temps quand même en évitant ces créations de chaînes de caractères. Alors là j'ai exécuté les choses très rapidement, mais si on regarde lors d'une exécution plus précise, on trouve que, attendez, hop, je bascule sur le bon écran. Donc là c'est des résultats que j'ai calculés sur un échantillon un petit peu plus important, sans exécution à chaque fois, et on peut voir que en comparant de manière homogène, c'est-à-dire avec les conversions de caractères, on a 588 millisecondes par exécution, alors qu'on passe à 458 millisecondes quand on utilise les comparaisons hétérogènes. Donc le gain est significatif, même quand on regarde par rapport à l'écart type, on voit que le gain est supérieur à l'erreur de mesure. Alors, comment ces choses se passent-elles? En fait, il y a deux aspects pour que les comparaisons hétérogènes soient possibles. La première chose, c'est que simplement, au lieu d'avoir une fonction find au niveau de la map, je rebascule dans Visual Studio, au lieu d'avoir dans la map une fonction find qui prenne en argument une clé de la map, et bien depuis 2017, la fonction find, alors on va la retrouver au niveau de mon calculateur de stats. Ici, la fonction find, quand on regarde comment elle est définie dans une map, voilà. Donc on trouve que les fonctions map, il y a en fait deux catégories. Bon, il y a une version const, une version non const, mais il y a deux types de fonctions find qui sont définies. Il y a une fonction find qui prend en argument la clé, mais il y a une autre fonction find qui est des templétés, qui est à propos d'un autre type et qui va permettre de comparer avec une autre clé, une clé d'un autre type que le type qui est à l'intérieur du conteneur. Et donc c'est cette fonction find qui va être prise quand tu utilises le less inférieur supérieur. Pourquoi? En fait, cette fonction find est une fonction qui n'est pas activée tout le temps. Quand on regarde ici, il y a quelque chose qu'on appelle du sphiné.
c'est-à-dire que on utilise une fonctionnalité du C++ qui est que quand un template, on ne peut pas l'instancier parce que l'instanciation causerait une erreur qu'on essaie d'accéder à quelque chose qui n'existe pas généralement, et bien cette instanciation, elle est juste supprimée sans déclencher d'erreur de compilation. Mais alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette classe template prend trois arguments template en argument. Pardon, cette fonction template prend trois arguments template. Le premier, c'est le type de la clé avec le type avec lequel on va comparer la clé. Le deuxième, c'est un comparateur qui permet de comparer avec d'autres comparateurs que comparateur par défaut si on en a envie. Et le troisième ici, c'est un type de template dont on ne se sert pas du tout. D'ailleurs, on ne lui a même pas donné de nom, mais il a une valeur par défaut qui va être le comparateur isTransparent. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de regarder dans le comparateur qui permet de comparer mes objets entre eux. Donc là, si je définis rien, la comparaison par défaut, ça va être le fameux less avec inférieur-supérieur. J'essaie d'accéder à un sous-type de ce comparateur qui s'appelle isTransparent. Donc si ma comparaison a un sous-type qui s'appelle isTransparent, c'est très bien, je peux initialiser cette donnée-là, et donc cette fonction-là existe dans ma classe template. Si ce comparateur n'a pas de sous-type qui s'appelle isTransparent, ici j'ai une erreur, et le fait d'avoir une erreur va faire que ce template-là va simplement ne pas exister quand on instancie globalement la classe avec un comparateur qui n'a pas isTransparent. Donc là on retrouve encore une fois le truc génial, alors, avec une syntaxe qui n'est pas forcément la plus simple qui puisse être, mais on retrouve un truc génial de C++ qui est qu'on écrit une seule classe et en fait on a un comportement vraiment à la demande, à la carte. C'est si je te passe un type avec lequel je peux comparer et que les comparaisons sont transparentes, en ce cas là je vais avoir une fonction find templatée qui existe, sinon bah, c'est pas grave, tu vas faire la conversion. Et donc la seule chose qu'on a changé dans notre code de test, c'est en utilisant le stdls ici, en lui passant un stdls, eh bien on lui a passé un comparateur qui, contrairement au comparateur par défaut, possède le isTransparent. Si on regarde sa définition, la définition d'un less, lui-même c'est un opérateur less qui va avoir donc c'est un foncteur, donc on a redéfini l'opérateur parenthèse, et qui va juste faire le inférieur entre les deux arguments qu'on lui passe, mais il a défini ce isTransparent, n'importe quoi, on s'en moque, par défaut ça va être défini sur un entier, et ce qui va permettre de dire si tu utilises la map avec ce comparateur, en ce cas-là, active le fait qu'on puisse faire des comparaisons transparentes. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que toutes les maps on n'y accède pas de manière transparente? Et bien pour faire ça, on va aller dans une étape ultérieure qui consiste à dire j'ai défini trois comparateurs pour mes chaînes de caractères. Premier comparateur, il va juste permettre de comparer une string avec une autre string, ou une string avec une string ref, ou une string ref avec une string. Et la comparaison, elle fait juste appel à l'opérateur inférieur parce que grâce au spaceship, toutes ces opérations-là sont définies. Donc je définis un comparateur spécifique pour une map qui a ces trois opérations. Mais je ne définis pas isTransparent. Ensuite, ici, même chose, c'est exactement la même définition, sauf que je définis isTransparent. Donc ici, ça va être un peu l'équivalent d'un stdls inférieur-supérieur, sauf qu'il manque l'isTransparent. Et ici, c'est vraiment l'équivalent complet du stdls inférieur-supérieur avec l'isTransparent. Et ici, je fais quelque chose qui lui va être plus gênant. C'est-à-dire que j'ai défini un opérateur où je dis qu'il est transparent, mais dans ce comparateur, je ne permets de comparer que des chaînes entre eux. On va voir tout ce qui se passe. Alors, si on regarde au niveau du main, j'ai refactoré un petit peu le code parce que ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je voulais comparer, alors si jamais c'est transparent, c'est pas transparent, j'enlève, je remets, je recompile, c'est pas une façon propre de faire des tests. Donc ça, hop, on l'enlève. Et en fait, j'ai rendu ce code de test template de façon à ce qu'on puisse instancier le même code de test. Ici, j'instancie le même benchmark avec différents types de maps,
Et donc ça, c'est la première, c'est celle les deux premières en fait correspondent à celles qu'on a déjà vues, la map comparaison homogène, map comparaison hétérogène. Et ici, ce sont trois maps qui sont instanciées avec les fameuses classes dont j'ai parlé au préalable. Et juste après, on verra plus tard. Donc si on lance le code, on tombe sur les résultats suivants. La map avec le premier LS, de manière pas surprenante, on se retrouve exactement la même chose qu'avec la map homogène, puisqu'en fait, même si dans ce comparateur on a la capacité de faire des comparaisons hétérogènes, on ne l'a pas activé parce qu'on n'a pas mis is transparente. Dans la deuxième map, on retrouve des performances qui sont exactement les mêmes que les comparaisons hétérogènes, puisque cette fois-ci, on a la capacité de faire des comparaisons hétérogènes, et en plus de ça, on a défini le is transparente. Donc, ce code-là est équivalent à celui-là, et tant mieux, c'est prévu pour. Et là, surprise, ou pas, ça dépend un petit peu si vous avez l'habitude, mais si on regarde cette map, où on n'a pas défini de comparaison hétérogène, mais on a dit qu'elle était, si on regarde ce comparateur, on n'a pas défini de comparaison hétérogène, mais on a dit que le comparateur était transparent, et bien là, on a un temps d'exécution qui explose complètement, et le nombre de créations de chaînes de caractères explose encore plus. C'est-à-dire que là, maintenant, on en est à 1,5 milliard de comparaisons de chaînes de caractères. C'est-à-dire que ce is transparent qu'on a mis dans une classe, on n'aurait pas dû le mettre, puisque cette classe n'est pas transparente, elle ne permet pas de faire des comparaisons transparentes. Ce is transparente, non seulement il ne permet pas de gagner du temps, mais en fait il en perd énormément. Pourquoi est-ce qu'il en perd? Eh bien avant, quand on avait notre map classique, homogène, ce qui se passait, c'est que quand on appelait la fonction find, il va convertir le string f en string pour faire et ensuite il va rechercher le string. Maintenant, comme j'ai dit is transparente, on passe dans cette fonction qui ne convertit plus le string ref en string. Donc on peut se dire super, on a gagné une conversion, sauf qu'à l'intérieur de cette opération, quelque part, il va calculer est-ce que l'élément que je vais passer est inférieur à l'élément qui se trouve actuellement dans la map. Et donc pour comparer l'élément recherché à chacun des éléments de la map, il va passer par ce comparateur. Ce comparateur, qu'est-ce qu'il prend en argument? 2 chaînes de caractères. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir mon string ref en chaîne de caractères. Mais au lieu de le convertir une bonne fois pour toutes pour chaque find, c'est à l'intérieur du find, à chaque fois qu'il veut comparer l'élément recherché avec un élément de la chaîne, qu'il va faire cette conversion. Donc en essayant de gagner la conversion, ne la faisant pas une bonne fois pour toutes à chaque fois qu'on appelle find, en fait à l'intérieur du find, à chaque fois qu'il va rechercher l'élément, il va convertir à nouveau, et donc on se retrouve avec un nombre absolument faramineux de conversions de chaînes de caractères, et on a perdu un temps non négligeable à faire ça. Donc c'est pour ça que cette notion de comparaison hétérogène, quand elle a été mise en place, on ne pouvait pas l'activer par défaut. Donc ne pouvant pas l'activer par défaut, il fallait que ça soit quelque chose que l'utilisateur choisisse d'activer. Et donc ce qui a été choisi, c'est de dire, ben voilà, si l'utilisateur définit dans la map un comparateur qu'il appelle transparent, on va activer la comparaison hétérogène. S'il n'a pas défini ce comparateur qu'on appelle transparent, on ne va pas l'activer. Donc, petite conclusion intermédiaire à ce niveau-là. Si vous faites des maps et que vous pressentez que vous avez intérêt à avoir des comparaisons hétérogènes, parce que vous allez comparer avec des types différents, donc typiquement, si vous faites une map de string vers quelque chose, c'est tout à fait possible qu'un jour vous ayez des string view et que vous vouliez rechercher ce string view dans la map. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à définir votre map avec un stdls. Alors il y a des gens qui appellent ça un ls diamant, parce que les inférieurs supérieurs là comme ça ressemble un petit peu à un diamant avec beaucoup d'imagination, mais bon, on a déjà un spaceship, donc un diamant pourquoi pas. Et donc finalement, quand vous définissez une map de string vers quelque chose, la plupart du temps vous avez tout à gagner à
utiliser cet argument supplémentaire, ce qui permettra le cas échéant de faire des comparaisons hétérogènes, à condition bien évidemment que si vous définissez vous-même votre propre classe string-ref, vous le définissiez de manière à ce qu'il n'y ait pas de conversion à faire pour comparer avec ce string-ref avec une chaîne. Bien, alors vous vous dites peut-être, tout ça c'est bien gentil, il nous parle de performance, mais il utilise une stdmap, alors que tout le monde sait que la stdmap c'est probablement pas ce qu'il y a d'idéal en termes de performance. Vaudrait mieux utiliser une ordered map et utiliser une fonction de hash plutôt que d'utiliser une comparaison et un tableau trié. Ok, très bien. Vous avez probablement raison, mais pas forcément tant ça. On va regarder tout de suite au niveau du code. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs. J'ai fait le même test avec une unordered map au lieu d'utiliser une map pour voir ce que ça donne. Alors tout de suite, si on regarde les résultats à l'exécution de ce test, quand on prend une hmap, une unordered map, on se retrouve à avoir beaucoup de comparaisons. Alors pour l'instant, je fais pas de comparaison hétérogène dans cette hmap, donc on retrouve à avoir le même nombre de comparaisons que quand je fais pas de comparaison homogène dans une map classique. Jusque là, c'est pas très surprenant. Par contre, en termes de performance, on est bien mieux qu'avec une stdmap, et on est même mieux qu'avec une stdmap où on fait des comparaisons hétérogènes. Donc jusque là vous dites oui c'est super, on se fatigue à optimiser les stdmap, mais en fait on a utilisé une hmap. Alors je dirais oui mais non, pour deux raisons. Première raison, suivant les tailles des données, c'est possible d'avoir au final une hmap homogène qui soit moins performante qu'une stdmap hétérogène. Les deux chiffres sont pas si différents et j'ai déjà réussi à obtenir des résultats différents, où l'ordre des résultats n'était pas le même. Mais surtout, une stdmap offre des choses qu'une hmap n'offre pas. Elle offre le fait que les données sont triées dans l'ordre. Si c'est ce que vous voulez avoir, et il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles ça peut être quelque chose que vous voulez avoir, ne serait-ce qu'en termes de reproductibilité ou de stabilité des résultats, quand il y a un petit changement, le reste des résultats ne change pas particulièrement, ça peut avoir beaucoup d'intérêt d'utiliser une map triée plutôt qu'une map non triée. Et donc c'est pour ça que la comparaison hétérogène et l'optimisation des maps peut avoir de l'intérêt quand même. Maintenant, je ne vous cache pas que dans beaucoup de cas, la hmap sera plus performante. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des hmaps avec, alors non pas une comparaison, mais un hash qui soit transparent, c'est-à-dire calculer des hashes sur des types différents, mais de manière compatible. Alors, le suspense n'est pas énorme, puisque vous voyez bien la ligne d'après ce qu'il y a. Et quand on regarde en termes de performance, eh bien on est 2 fois plus rapide sur cette hmap en utilisant un hash transparent plutôt qu'en utilisant un hash standard. C'est quand même pas négligeable comme différence. Alors, on va regarder au niveau du code à quoi ça ressemble. Donc dans le code, toujours au niveau de ma classe stringref, j'ai défini un stringref hash. Donc même technique, même principe que pour le comparateur, c'est quelque chose qui est opt-in. Pour indiquer qu'on va le vouloir, on définit ce type isTransparent qui peut être défini sur n'importe quoi. Là je l'ai défini void. Tant que isTransparent est défini, ça va marcher. Et par contre, cette fois-ci c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir définir un opérateur de hash pour chacun des types compatibles. Donc là c'est le type de la map et là c'est le type extend à partir duquel je veux pouvoir faire un find. Et bien évidemment les types doivent être, les calculs de hash doivent être cohérents. C'est-à-dire que si j'ai deux chaînes que je considère comme égales, le hash qui m'est donné, si j'appelle cette fonction avec un stringref ou si je l'appelle avec un string, il doit retourner la même valeur de hash exactement. Ben là ça tombe bien parce que ces deux types ont une représentation qui est commune, qui est un string view. Donc je vais juste utiliser le hash d'un string view qui est défini par défaut et j'ai pas de conversion de stringref en string. Je convertis juste en string view, mais un string view c'est comme un stringref, c'est pareil, c'est quelque chose qui est non coûteux et donc il va me retourner le même hash pour les deux valeurs identiques. Alors petit détail, il suffit pas d'avoir un calcul de hash identique, transparent, il faut aussi que l'opérateur égal, qui est le dernier argument, l'avant-dernier si on compte l'allocateur, mais qui est l'argument suivant pour un unordered map, soit aussi transparent. C'est-à-dire qu'un unordered map ne sera transparent que si à la fois le hash et l'égalité entre deux éléments sont tous les deux transparents. Donc là, ici, l'égalité, j'ai déjà un opérateur égal qui marche très bien avec ma classe gref. Donc si je fais equals to avec le diamant,
je vais avoir avec une comparaison d'égalité qui sera transparente. Je lui passe le H transparent. J'ai donc une map qui va faire ces H de manière transparente, et au niveau des résultats, ben ça ne, il n'y a pas d'hésitation à avoir. On voit tout de suite qu'il y a 0 conversion de chaîne qui ont lieu dans mon calcul, et que le temps est, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus intéressant. J'ai fini le gros de ma présentation. Il y avait juste un petit truc que j'ai mis en œuvre quand j'ai mis en place le fait de refactorer les tests de performance de manière à éviter de copier-coller du code, que je vais vous montrer, mais ça va aller assez rapidement. C'est un truc qui est aussi une nouveauté de C++ 20, mais j'ai trouvé ça assez cool. Donc si je regarde au niveau du code, ici donc j'ai défini mes différents types de maps avec lesquels je voulais exécuter le code. Et au niveau de mon bench, ici j'utilise une fonctionnalité de benchmark où je vais appeler le benchmark avancé, et je vais appeler mesure pour mesurer le temps que prend cette opération. Donc l'idée c'est d'essayer de ne mesurer que l'opération qui m'intéresse et pas toutes les initialisations, etc. Et cette chose-là, j'aurais pu... Et donc en fait cette chose là je vais l'appeler plusieurs fois avec différents arguments templates pour la classe de retour. Si j'avais défini ça comme une fonction, j'aurais une fonction templatée avec et j'aurais explicitement appelé ma fonction templatée en lui passant le type de map que je voulais utiliser pour mes comparaisons. Le problème c'est que si j'en faisais une fonction, ici, je préférais en faire un lambda plutôt que faire une fonction. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, je capture par référence un certain nombre de données membres, je capture par référence les book readers, je capture par référence le fait d'avoir précalculé le contenu de Cyrano avec lequel je vais comparer le contenu de la recherche du temps perdu. Et donc, je capturais par référence un certain nombre d'arguments. Donc, si j'avais fait de ça une fonction template, ben, j'aurais été obligé de passer ces arguments par référence, ce qui est un peu lourd. Lambda a l'avantage qu'on peut lui dire vas-y capture tout par référence, m'embête pas, débrouille-toi. Et si je rajoute quelque chose, tu t'adaptes, tu captures aussi cette chose par référence. Le problème c'est que une lambda où certains des arguments avec lesquels on va appeler les lambdas sont des templates, ça existe depuis toujours, mais ce que je voulais c'était ici, l'argument template n'est pas un des arguments de ma lambda. Le seul argument de ma lambda, ça va être la chaîne de caractères qui indique quel type de test je fais. Et donc en fait, depuis C++20, c'est possible de déclarer une lambda template. Donc ici, c'est-à-dire qu'on peut lui dire, là c'est la zone de capture, ensuite des arguments templates et ensuite les paramètres. Ici, je pourrais mettre result quelque chose parce que j'ai défini le type result au niveau des arguments templates de la lambda. Donc en ayant fait ça, j'ai une lambda qui est un template. En fait, c'est pas la classe de closure qui est un template, c'est l'opérateur parenthèse. Donc en termes de syntaxe d'appel, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais en gros, je lui dis, j'appelle explicitement l'opérateur parenthèse de cette lambda en l'instanciant avec ce type, et je lui passe cette chaîne de caractères. Cette syntaxe-là, on a vu plus joli, bon on a vu plus moche, hein, on fait du C++ quand même, donc on est habitué à voir plus moche, mais je trouve que le fait de pouvoir définir cette lambda template, ici, ça m'a bien simplifié l'écriture du code, ça m'a évité de devoir définir une fonction et de passer 3, 4, 5 paramètres à cette fonction, ce qui n'est pas non plus quelque chose de très joli, et en plus j'aurais dû passer ces paramètres à chaque ligne, donc finalement, entre choisir d'écrire de bonne fois pour toutes cette syntaxe un petit peu bizarre au début, ou devoir passer à chaque fois les différents livres, les différentes maps précalculées, je préfère cette écriture là. Voilà, donc ma présentation est désormais terminée, et si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ah, en fait, non, il y a encore un petit détail, je me la joue un petit peu à Colombo, vous pensiez te débarrasser de moi, mais il y a encore un petit détail, c'est quelque part, à un moment, je vous ai un tout petit peu menti au niveau de mon code, et je vous ai pas expliqué en quoi je vous ai menti, donc je vais le faire maintenant. Au niveau de ma classe stringref, il y a quelque chose que je vous ai pas montré, c'est cette conversion en stdstring. Alors cette conversion, si on regarde où elle est faite, je l'avais même mis dans un bloc que je cachais un petit peu pour être sûr que vous ne regardiez pas, parce que dedans, en fait,
je fais quelque chose d'un peu spécial. Alors, j'augmente le nombre de fois où il y a un converti, je crée la string à partir de ma string ref, mais ici, je fais quelque chose de spécial. C'est en fait, les chaînes de caractères ont ce qu'on appelle le SSO, Small String Optimization. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vous ai dit que c'était coûteux de créer une chaîne de caractères parce que on allouait de la mémoire, en fait, j'ai menti. Les petites chaînes de caractères n'allouent pas de la mémoire et stockent directement leurs caractères au niveau des pointeurs. C'est-à-dire qu'une chaîne normale, on a des pointeurs sur le buffer de caractères, mais quand la chaîne a suffisamment de caractères, on peut stocker les caractères directement dans les pointeurs. Et ça permet de gagner de la place et surtout ça permet d'éviter de devoir faire de la calculation dynamique de mémoire. Or, dans mon cas, je fais des statistiques sur des mots. Les mots sont en général suffisamment petits pour ne pas avoir besoin de la calculation mémoire. Donc ici, quand je crée une chaîne à partir de mon string ref, exprès, je force, j'alloue une taille suffisamment grande pour forcer l'allocation mémoire. Donc ça ne veut pas dire que le résultat que les comparaisons transparentes, pardon, que les comparateurs transparents ou les comparaisons hétérogènes sont inutiles. Ça veut juste dire que finalement pour une chaîne de caractères, tant que vous manipulez des petites chaînes, ce qui est un cas courant, vous ne verrez pas forcément l'avantage de manière flagrante, mais le principe reste quand même utile dès que vous manipulez des grandes chaînes ou dès que vous manipulez d'autres types que des chaînes de caractères qui sont coûteux à copier, voire difficilement copiables, voire pour lesquels ça n'aurait pas vraiment de sens. Moi je sais qu'un des cas d'utilisation que j'ai souvent eu des STD7 par exemple, c'est que je fais un STD7 de personnes et quand je recherche une personne, j'ai envie de la rechercher en utilisant simplement mettons que la clé c'est un numéro de sécurité sociale, j'ai envie de rechercher une personne uniquement à partir de la sécurité sociale. Si je n'ai pas ces opérateurs transparents, je me retrouve à devoir créer une personne un peu bidon où seul le champ sécurité sociale est référencé pour pouvoir faire ma recherche de cette personne bidon et trouver la vraie personne qui a la même clé de sécurité sociale. Alors qu'avec une comparaison sociale et personne, et je peux simplement rechercher une clé de sécu dans un set de personnes au lieu de devoir rechercher obligatoirement une personne dans un set de personnes. Donc ces histoires-là, le premier objectif, ça a été d'éviter de faire des opérations qui ne servent à rien, qui sont inutiles, mais ça permet aussi d'être plus expressif quant au code qu'on écrit. Voilà. Et cette fois-ci, je m'en vais pour de bon. Alors, je crois qu'il y a eu quelques petites questions auxquelles j'ai pas répondu pendant la présentation. Alors, il y en a une qui était, est-ce que ça aurait pas été plus simple de passer un argument à la lambda et de dupliquer son type avec un decal type? Plus simple, je sais pas, moins surprenant pour quand on n'a pas l'habitude peut-être, mais j'aime pas déclarer des variables pour rien. Donc ça aurait été possible, mais je trouve que ça vient vraiment de l'astuce plutôt que du code et j'aime pas trop écrire des trucs trop astucieux, on va dire. Je crois qu'il y avait une autre question qui est: est-ce qu'on peut faire de structure binding imbriquée? Alors j'aurais dû vérifier le temps de la présentation parce qu'elle arrivait tout au début, mais la réponse est je pense non. Je suis pas 100% sûr, mais non, je crois pas du tout que ce soit possible de faire de structure binding imbriquée. Ce qui sera peut-être bientôt, enfin bientôt, à l'échelle du C++ possible, c'est d'avoir un peu un équivalent de ça au niveau de pattern matching, où on pourra faire des pattern matching imbriqués pour dire si j'ai un type qui se compose de tel sous-type, etc. et binder ces informations à des variables, mais pas à base de structure binding en direct. Et, je crois que c'était à peu près toutes les questions. Donc voilà, à moins que vous en ayez d'autres. Merci Loïc. On va, on va faire une petite pause du coup, je vous invite à aller voir dans les différents channels, hem, de de pause café, enfin de machine à café et discuter avec les gens un petit peu.
ou alors vous pouvez aller aussi dans les canapés, si vous voulez juste chatter en même temps que vous mangez avec les doigts et sans qu'on vous voit, ça sera l'occasion. Et on essaiera de se retrouver d'ici, j'enverrai de toute façon une petite annonce, mais ce sera probablement vers, 20h45 pour faire l'interview de Clément. Voilà. Et ben, à tout à l'heure.